J'ai fait en sorte, j'ai plus de pression. Ouais. La phrase que je dis tout le temps avant de monter sur scène, ils n'auront pas mon stress. Ils n'auront pas mon stress. Je choisis d'être stressé ou non. Après, c'est le temps également, la vie. Mais je pense que c'est l'un des plus grands luxes d'avoir, c'est de ne pas avoir de pression. Mais ça prend du temps. Hein. Mais aujourd'hui, personne, aucun être humain n'aura mon stress. Ouais. Et même mon fils, je ne donnerai pas. Même quand il pleure toute la nuit, il n'aura pas mon stress. Parce que si je suis stressé, si je suis pas bien, c'est moi qui va perdre dans l'histoire. Donc, je me débrouille. Ok, on va se réveiller 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et ça va pas durer dans le temps. Ok, le patron, là, je sais pas, il te met la pression. Ça va pas durer éternellement. Ok, là, c'est ma meuf, là, ça va pas durer. Donc, on prend le truc. Il n'y a rien qui dure. Il n'y a rien qui dure. Le stress, il est sur une période courte. Après, on avance. Et ça rend paisible de fou. Je sais que c'est des mots faciles à dire, mais qu'est-ce que ça rend à l'aise? Qu'est-ce que ça rend à l'aise? C'est du temps. Si je dois donner un conseil à tout... Et ça, c'est pas un rêve, ça. Ouais. Ça se travaille jour après jour. Salut les gars, ici votre boy Charles ODB, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur, forcément. Mais avant de commencer, on n'oublie pas les bonnes manières. On like, on commente, on s'abonne et on partage avant le début de l'épisode. Ça fait toujours plaisir. C'est bon, c'est fait? Générique, let's go. 30, hey, hey, nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. She gon' do everything for that Dior. I bring it up and I'm running this shit. I remember jugging and running this shit. Watch how you hold it, this one in the head. Stay with it, can't be running this shit. Bad bitch asking for money and shit. Hey, but that's not my baba. Rich bitch do tricks like Tada. If it smoke, get burned like grapple. They ain't flexing, I ain't heard nothing about them. Niggas is still in the jam, we do what we want. Nouvel épisode, nouveau rêveur, comme je vous disais. Et aujourd'hui, je suis enchanté de recevoir un nouveau rêveur. C'est un humoriste / slammer, écrivain, producteur, entrepreneur. En fait, juste un mec hyper actif. Certes Mathurin dans les Rêveurs Podcast. Certes, comment ça va? Charles, ça va, hein? Merci pour l'invite. Merci d'être là, merci d'être là. Moi, tu vas voir, comme je t'ai dit, tu vas savoir où je vais t'emmener. J'aime toujours commencer les podcasts sur on connaît un homme mais on ne connaît pas son contexte. Ouais. Voilà. J'aime bien dire pour connaître un homme, il faut connaître son contexte. Clairement. Qui est un peu Certes Mathurin? Parce que moi, je connais l'humoriste. Ok. Je connais un peu ses sketchs. En plus, je me suis renseigné hier, donc je connais un petit peu son histoire. Ouais. Mais j'ai envie de savoir comment toi, tu la racontes quand on te pose la question. En fait, ça dépend déjà qui la raconte. Ok. Tu réponds pas de la même manière en fonction de la personne. Vu qu'on est là pour parler de rêve et de réalité, on va dire qui je suis vraiment. Je suis un gars à 39 ans, je suis haïtien d'origine, je suis né en France de parents haïtiens. Je suis humoriste, comme tu dis, je suis producteur également, donc je fais vraiment, j'ai les deux parties, je suis président associatif. Ma vie, elle est divisée en 3, entre la scène, entre la production, l'entrepreneuriat et l'associatif. Et les 3 sont aussi importants les uns que les autres que pour moi. Les réseaux, les choses comme ça, je parle pas de tout ce que je fais, mais et même, je dirais que l'associatif est quasiment plus important parce que s'il doit rester qu'un truc dans les prochaines années de ma vie, ce sera ça, probablement. Okay. La scène, toujours, la production, un peu, mais je serais moins dedans. Donc, en fait, je pense que je suis surtout un gars social qui fait des trucs pour agir. Moi, ce que je suis un peu. Depuis que j'ai tout petit, la justice, ça m'a toujours fait péter un câble. Ouais. J'ai toujours ressenti ça fort en moi. Pourquoi lui, il a ça et lui, il n'a pas? Pourquoi elle subit ça? C'est toujours les questions qui m'ont drivé. Et en grandissant, j'essaie, avec mes petites mains, mes petits bras, de rendre cette injustice de moins en moins forte en faisant des actions. Et je pense que il y a une phrase que j'aime bien qui dit que le mal se développe à cause de l'inaction des gens de bien. Ouais. Dieu m'a donné un bon cœur. J'ai pas besoin qu'on me le dise. Je sais que je suis une bonne personne parce que je ressens jamais le mal. Parce que même si ça fait 30 ans que je suis sur Terre, j'ai jamais eu d'envie. J'ai pas eu ça. J'ai pas ça en moi. Ouais. Et donc, quand tu es quelqu'un de bien, tu te dois de faire du bien. Parce que les gens qui ont le cœur plus noir, ils le font. Donc, mon passage sur Terre, il est là pour essayer de faire du bien. Et rire, c'est faire du bien. Créer un club d'échecs pour que les enfants utilisent leur cerveau, c'est faire du bien. Produire des spectacles vivants pour que les gens se créent des souvenirs, c'est faire du bien. Donc, mon passage sur Terre, il est là pour ça. Essayer de rendre fier ma famille, rendre fier ma copine, mon fils. Et c'est faire du bien. Mon passage sur Terre, il est là pour ça. Okay. J'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'il y a plein de choses que j'ai préparées qui vont rebondir sur tas de sujets que tu as évoqués. Mais moi, la première question que je veux te demander, c'est où tu trouves toute cette énergie? Je pense qu'on n'est pas... Tu sais, je suis très curieux. Quand j'étais plus jeune, il y a peut-être 20 ans, j'étais dans la scientologie. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas des trucs. Je suis curieux. C'est-à-dire, quand j'ai dit curieux, c'est comprendre pourquoi les gens font ça. Un jour, il y a un gars qui me dit, viens voir. Il me dit, c'est quoi ce truc de merde? J'y vais. Et là, j'ai appris un truc, une phrase qui reste dans ma tête.
Je suis pas du tout scientologue, hein, pas du tout. Mais la phrase m'a marqué. Dédicace à Tom Cruise. Ouais, je suis pas du tout le truc. C'est comme je suis pas juif, mais le judaïsme peut m'intéresser. Je suis pas musulman, mais l'islam peut m'intéresser. Je suis pas bouddhiste, mais je suis curieux. Et cette phrase, elle m'est restée en tête. C'était il y a 22, 23 ans. Et il dit cette phrase, il fait que quand on n'est pas tous avec le même capital énergétique. On n'a pas tous la même énergie. L'univers te donne de l'énergie et après, ta vie, elle démarre. Et donc, il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie à dépenser, d'autres qui en ont moins. C'est pas égalitaire. Ouais. Et ça m'a raisonné. J'ai essayé de comprendre pourquoi tout le monde me pose cette question, pourquoi je fais tout ça. Mais en fait, j'ai juste beaucoup d'énergie. J'ai pas le choix. Elle est en moi, je l'utilise, basta. C'est comme si tu décides pas de ta taille, il y a des trucs que tu décides pas. Mon énergie vitale, elle est très grande. Ouais. Et c'est tout. Et je l'utilise. Et si je ne l'utilise pas, je suis malheureux. En fait, j'ai pas le choix de faire autant de trucs. Ouais. J'ai pas le choix. C'est un peu ton fonctionnement interne. T'es quoi. hyperactif. Je suis pas hyperactif. Juste, j'ai pas le choix, en fait. C'est tout. Ouais. Donc, c'est ça. C'est que j'ai une énergie vitale, entre guillemets, qui est forte. Et c'est tout. J'ai pas besoin de dormir beaucoup. Je me fatigue pas souvent. C'est tout, en fait. C'est juste, je suis comme ça. Okay. Et il y a d'autres trucs que je n'ai pas. Mais ça, je l'ai, en tout cas. Ok, trop stylé. Et venons-en à l'humour, Ouais. tu vois, directement. Moi, j'ai fait mes devoirs. Ouais. Donc, je sais que ça part d'une histoire de restaurant. Ouais, exactement. Boulevard. Bonne nouvelle. Exactement. Là où maintenant il y a le Broadway. Si Exactement. Je dis pas de bêtises. C'est un comedy club aujourd'hui. Et ouais, voilà, précurseur parce que en vrai, vous aviez un concept de pizza à l'appart. Ouais, exactement. Avec un comedy club aussi à côté. Ouais. Voilà, comment toi tu te lances dans cette aventure-là et finalement tu finis par te dire, moi aussi j'ai envie de monter sur scène, je veux devenir humoriste. Est-ce que c'est un truc que tu as toujours eu dans le sens où tu étais un peu le mec marrant de la bande, tu faisais rire tes potes sur les bancs de l'école ou etc. Ou c'est au fur et à mesure que tu t'es dit, moi aussi je veux me tester et peut-être en faire une carrière? L'humour, ça est venu après. J'avais pas forcément pensé. J'ai pas de souvenir de moi jeune disais je veux être humoriste. J'en ai pas. La comédie, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours beaucoup admiré les humoristes. Okay. Les gars comme Coluche, les gars comme Desproges, les gars comme Dave Chappelle, les gars comme Eddie Murphy. J'ai toujours dit, il y a un truc. Il y a cette connexion qui donne avec les gens. Le restaurant, j'ai ouvert parce que, comme je te dis, hein, une hyperactivité. Je me souviens, je travaillais en marketing, mais j'ai un autre pote à moi qui travaillait en finance, un autre qui était acheteur. Aujourd'hui, c'est toujours mes meilleurs potes aujourd'hui d'ailleurs. Okay. Et on jouait à FIFA. Et on s'est dit, on va faire ça, là, ces jobs-là, toute la vie. Parce qu'on a tous les trois, ce truc un peu... On sentait que c'était pas nous. On sentait qu'il manquait un truc. Quand la société, quand on a grandi, on est des gars de banlieue, un gars du 9-3, deux mecs du 9-5. On dit, vas-y, on fait une école de commerce, on travaille en marketing ou en finance. Et quand t'es jeune, t'as l'impression que c'est ça le bout de la vie. Mais quand on arrive, entre guillemets, à ça, on fait, mais c'est emmerdant, cette histoire. Ouais. Il manque un truc, en fait. T'as ce truc où tu te dis, putain, les 30 prochaines années de ma vie, ça va être ça. C'était pas possible. Il manquait un truc. Et ce qui manquait, c'était... Et dans quoi, en fait, tu peux trouver cette espèce de... Quand t'as le feu en toi, l'entrepreneuriat et l'artistique, en fait. C'est des activités humaines qui te permettent de... Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de devoir. Il y a juste, tu te débrouilles. L'entreprise, tu peux l'emmener de 0 € à 1 milliard d'euros, à avoir de 0 client à 1 milliard de clients. Je ne suis pas un milliard de clients. L'artistique, tu peux faire rire une personne, comme 10 personnes, comme 1000 personnes, et continuer à creuser, à gratter, à créer des nouvelles textes, des nouvelles chansons. En fait, c'est ça, ce truc qui permet, quand tu es un hyperactif comme moi, d'être vivant, en fait. Donc, j'avais pas le choix Et il y a la troisième qui est l'associatif. Aider des gens dans ce monde fou, ça n'a pas de fin non plus. Donc, j'ai 3 activités en soi qui n'ont pas de fin. Ouais. L'artistique, l'entrepreneuriat et l'associatif. Elles n'ont pas de fin. C'est pour ça que je les fais et je continuerai à les faire. Ok. Ok, non, trop stylé. Donc, moi, je sens, et tu vas me dire si je me trompe, dis-moi, une vraie volonté de transmettre dans ce que tu fais. Quand on se concentre sur les spectacles que tu as fait, le premier, tu parles de rupture amoureuse par rapport à ton vécu personnel, à toi. L'amour, Exactement. Et je trouve que tu t'ouvres beaucoup là-dessus. Le deuxième, tu parles d'argent. Pareil, où tu parles de toi, des galères que tu as eues, jusqu'à en devenir gigolo. Et ça, il faudra qu'on revienne dessus. Franchement, il faut que tu m'expliques. On peut revenir dessus. Exactement. Et le dernier, si je ne dis pas de bêtises, non, il y en a eu un sur l'écologie. Ouais, sur l'écologie. Et le dernier où tu parles d'affaires de famille. Sur la famille, ouais. Et moi, je trouve ça hyper pertinent aujourd'hui où j'ai l'impression qu'on décentre un peu la famille de nos priorités. Alors qu'en vrai, c'est tout le temps là, tu vois. De fou. La famille, on ne sait pas vraiment ce que c'est pas une entreprise. On est avec une famille, mais on est tous amenés à en créer une. Tu vois, que ce soit nos potes, que ce soit nos enfants, etc. Et je trouve que tu as une vraie ouverture, une vraie sensibilité, entre guillemets. Qu'est-ce qui te permet de t'ouvrir à ce point-là, tu vois? Notre espèce, pour faire du stand-up, t'es obligé d'être curieux, t'es obligé d'analyser, mais pas analyser genre regarder et tout, vraiment regarder ce qui tient notre vie, pourquoi ça va pas, et dans tous ces thèmes-là, ils sont des thèmes importants. Tu vois, l'amour, quand je l'ai écrit, c'était par rapport à une rupture amoureuse.
Mais c'était pourquoi on aime, pourquoi le mariage ça marche moins, c'est quoi, c'est quoi la fidélité, c'est quoi la rupture, est-ce qu'il y a une bonne manière de rompre, tu vois, vraiment creuser le truc derrière qui paraît basique mais qui est universel. Ensuite j'ai fait l'argent. Pourquoi on veut tous de l'oseille? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que ça rend vraiment heureux? Toi, c'est vraiment creuser ce truc-là. Et moi, c'est ce que j'aime faire, en fait. Je fais du stand-up, je me rends compte pour comprendre notre espèce, pour pouvoir mieux être plus à même avec moi et dans l'associatif, essayer de prendre des décisions qui vont vraiment impacter. Parce que je pense que plus tu connais des gens, plus tu comprends notre espèce et plus tu peux essayer d'améliorer, entre guillemets, les choses. L'écologie, c'est pareil. Pourquoi tout le monde s'en bat les couilles? Alors, en fait, c'est incroyable. Comment on peut s'en battre les couilles? Alors que c'est la base. Là, il pleut, il fait beau, ça change ton mood. S'il y a les inondations, il y a des feux, ça change ta vie. Mais le capitalisme a fait que tu l'oublies un petit peu, donc c'est un peu, j'en parle un peu dans le spectacle. Et là, je reviens à la famille, parce qu'en fait, je suis papa depuis pas longtemps. Et quand en fait, merci, j'ai pas fait le plus dur comme il était dans le spectacle. J'ai fait le plus marrant, on va pas se mitonner. C'est vrai. Et je me suis dit, comment on fait une belle famille? Comment on fonde une belle et jolie famille? C'est quoi une famille? Et je creuse le truc. En fait, c'est pareil, souvent de moi, je suis curieux. Et je me dis, si j'ai cette curiosité-là, les gens, ça doit les intéresser aussi. Ouais. C'est comme ça que j'écris, en fait. Ok. Là, tu vois, tu dis un truc hyper important, c'est l'écriture. Ouais. Parce que tu sais, penser des concepts dans sa tête, avoir ses idées, théoriser, discuter avec ses potes, c'est une chose. Bien sûr. Mais même le transmettre à moi. Tu vois, par exemple, qui ne te connaît pas, je viens de voir sur scène, ça passe par l'écriture. Ouais. C'est quoi un peu le process d'écriture de cette Certes Mathurin où tu te dis, voilà, moi, c'est ça mon message. Ouais. Comment je le fais passer? Sachant que je sais que tu es un amoureux des mots, amoureux de slam. Je regardais encore un sketch hier pour préparer l'entretien où tu parles de Jeff Bezos, etc. Et des gens qui... tu as les gens qui travaillent pour vivre. Ouais. Et ceux qui essayent pendant qu'ils vivent de trouver des solutions pour vivre encore plus longtemps. Je sais plus comment tu l'as dit, mais c'était hyper stylé. Si je retrouve le truc, je le remets. Ouais, c'est les milliardaires, c'est la version de riche. Un pauvre, il a pas envie d'être plus pauvre plus longtemps. Et voilà. Et le milliardaire, il veut vivre plus longtemps. J'ai trouvé ça. Je me suis dit, ah, le bâtard, c'est vraiment bien écrit, tu vois. Du coup, voilà, comment ça t'est venu? Cet amour-là des mots et réussir à le transposer dans tes sketchs? Les mots, c'est fort de fou. Moi, j'adore la lecture. Je suis plus subtil, je lis plein de livres et tout. Ça t'évade, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'écris des scénarios, des films et tout. Mais et tout par des mots. La plupart des meilleurs films, c'est des livres à la base. Les plus belles chansons sont souvent bien écrites. Celles qui tiennent dans le temps, en fait, on sous-estime ce truc du verbe. C'est... Ce que je commence souvent, il y a deux choses. C'est un, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je commence par qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui doit rester? Parce que les mots, on les oublie un petit peu, mais on se souvient de l'essence. On se souvient d'une punchline, d'un proverbe, d'une rime, d'une vanne. On se souvient d'un truc. Et ça doit être l'essence. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ben là, par exemple, tu te souviens pas des mots, mais tu te souviens de l'idée qui est derrière. Exactement. Parce que c'est ça que je veux dire d'abord. C'est l'idée qui est derrière. C'est que chercher l'immortalité, c'est de l'arrogance de riche. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez tellement plus de problèmes, mais tu vois que les gens qui crèvent la dalle, ils pensent être immortels. Mon idée, elle est là. C'est montrer l'absurdité de le truc. Et derrière, je trouve la manière de l'écrire. Je trouve la manière de comment ça fonctionne. Donc, d'abord, je pars d'une idée. Et là, par exemple, j'ai créé un nouveau spectacle sur l'expérience. Okay. Je vais l'appeler 10 000 heures. Je vais spoiler un petit peu. Tu connais la théorie des 10 000 heures? Ouais, les fameuses 10 000 hours. Ça sera le nom du spectacle. Et je me dis aujourd'hui, on est dans un monde où l'idée, c'est... Il y a trop de gens, ils parlent, ils savent pas, ils ont pas l'expérience. Comment tu peux... On te demande c'est quoi ton avis sur un truc, t'as rien lu dessus. Et tu as un avis sur un truc dont tu ignores complètement. Et je veux creuser. Donc ça, c'est mon message. Maintenant, mon job, c'est comment je vais rendre ça drôle. Quelle histoire je vais prendre. Et c'est la deuxième partie. Donc, trouver l'idée, ce que tu as envie de dire. Ensuite, trouver l'histoire. Et ensuite, écrire les vannes derrière. Okay. Les vannes, ça vient à la fin pour moi. Bien sûr. Mais tu vois, ça, quelque part, j'ai envie de dire, c'est un talent. Et la question que j'aime toujours poser à mes invités, c'est que si tu fais ce que tu fais, c'est que tu estimes être talentueux dans ton domaine. À quel moment ça s'est arrivé? Parce que j'imagine que le premier sketch de Certes Mathurin, de ouf. Il n'est pas aussi drôle que le dernier. Bide. Soit tu as le truc en toi, parce que tu l'as depuis tout petit. Pour ceux qui l'ont, c'est incroyable. Ceux qu'on dit que c'est des génies. Soit... C'est ce qui a été mon cas. Pendant longtemps, j'y croyais pas. Je disais, syndrome de l'imposteur pendant des années. Je vais être même honnête, ça fait 12 ans, ça va faire 12 ans que je fais du stand-up. Ça fait 4 ans que je me dis, vas-y, c'est bon, c'est ma place. Donc j'ai 8 ans de... On va me virer là du job. Hein. Et pendant longtemps, il n'y a qu'en faisant, c'est là je reviens un peu aux 10 000 heures. En fait, les 10 000 heures, elles te permettent, toi, de maîtriser ton expertise et toi, d'être confiant envers ton expertise. Aujourd'hui,
Personne pourra dire que je suis pas un humoriste professionnel. Personne. Ouais, mais t'as pas d'abonnés. Ta gueule. Ça fait trop longtemps que je fais ça. Je joue depuis trop longtemps. Ouais, mais t'as pas été marrant là. J'ai pas été marrant là, mais comme un sportif peut faire un moins bon match, ça veut dire que c'est pas. Tu crois que tu vas dire à Messi parce qu'il a perdu un match que c'est pas un sportif, c'est pas un bête de joueur? Non, on peut perdre des matchs. Mais ça m'a pris 8 ans. Ça m'a pris 8 ans où je me suis dit, je pense que c'est après une histoire d'argent. Après une histoire d'argent, je me suis dit, il y a un truc. Mon spectacle, j'étais pas. Il m'a fait passer un cap. Il y a des chaînes de télé qui ont vu l'acheter. J'ai reçu plein de messages. Les humoristes qui m'ont envoyé des messages. Mec, ton spectacle, il est trop stylé. Donc, ça veut dire que j'ai attendu que mes pairs me valident. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, ah, ok, il y a un truc. Et c'est là où je me dis, j'ai continué à faire des thèmes aussi. Donc, malheureusement, c'est pas que moi qui a dit, vas-y, je suis bon. J'ai peut-être eu besoin de l'aval de. De toute façon, on a toujours besoin de l'aval d'autres personnes. Le public, ta famille, je sais pas, mais on dit. C'est lourd ce que tu fais, frérot. Tes pairs aussi, c'est hyper important. C'est hyper important. Quand t'as des mecs un peu expérimentés que tu respectes, ils te disent, frérot, t'as regardé ton spectacle? Mais non, putain. Parce que les humoristes, surtout, ils regardent pas leur spectacle entre eux. Hein. Ouais. Et pour qu'ils se disent, putain, regarde mon spectacle et tout. Après, il y avait le confinement, donc je pense que les gens regardaient un peu plus. Je me suis dit, putain, cool, je tiens un truc. Ça m'a fait trop plaisir. Okay. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça m'a pris 8 ans, tu vois. Ouais, ça m'a pris 8 ans. J'avais interviewé un entraîneur de NBA et il disait que ça lui a pris 10 ans de construire ce qu'il construit. Ouais. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'à aucun moment, tu m'as parlé d'argent dans le sens revenu, ce que ça t'a apporté. Ouais. Dans le sens pécunier, tu vois. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, vas-y, au final, à quoi bon, tu vois? Autant retourner bosser, autant retourner machin. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as voulu baisser les bras? Franchement, je vais te dire, non. Non, dans le sens où, en fait, si je retourne dans l'entreprise, si je retourne en arrière, je me tire une balle, en fait. Quand je dis ceux qui travaillent et tout, il n'y a pas de problème. Mais en fait... J'aurais dépéri jour après jour. C'était physiquement pas possible. J'étais nul dans l'entreprise. Ouais. J'étais nul, en fait. Et j'étais nul parce que j'aimais pas ça. Je me remettais en question. C'était un déprime parce que les gens, ils sont pas plus bêtes que moi. Ils sont pas plus malins que moi. Comment ça se fait que j'oublie toujours la pièce jointe dans le mail? Comment ça se fait que j'arrive toujours en retard? Pourquoi ça se fait que mais parce que ça m'intéresse pas. Donc, si je devais retourner en entreprise, je serais pas retourné en entreprise. Moi, quand j'ai commencé l'humour, j'étais livreur à vélo. J'aurais pu être livreur à vélo et donner des cours d'échecs à des enfants. Ça, j'aurais pu faire ça toute ma vie. Ouais. Mais retourner en arrière, mon master de marketing, c'était pas possible. En fait, parce qu'en fait, me lever pour enrichir quelqu'un que je connais pas, je pouvais pas le faire. Donc, j'avais pas le choix. Qui disait, j'ai plus à gagner qu'à perdre. J'avais pas le choix entre. Donc, il fallait que je continue. Il fallait que je me démerde pour trouver comment y arriver. Donc, j'ai vécu sur des canapés. J'étais en sous-location. J'ai fait des trucs des bails un peu brossons, à parler avec des vieilles dames blanches pour qu'elles me filent un peu d'oseille pour que je puisse continuer. Mais retourner en arrière, en fait, non, parce que je me mentais. Les gens, ils voyaient aux entretiens que je mentais. En fait, j'étais pas fait pour ça. J'avais goûté à l'entrepreneuriat. J'avais goûté à la scène. Et la scène, c'est addictif. Au début, je gagnais des 10 balles, 50 balles, 30 balles pour jouer. Mais je me dis, mais je peux pas faire autre chose, en fait. Donc, j'avais une espèce de drogue addictive et kiffante. Je devais me démerder pour que ça marche. Et naturel, en plus. Et naturel, en fait. Il y avait une espèce d'adéquation. Mais c'est là, en fait, quelle est ma place. Après, tu te bats, parce qu'au début, c'est un peu compliqué. Mais j'avais pas le choix, en fait. Exactement. Et au final, ça a marché. Et aujourd'hui, je trouve que tu es dans... Vraiment l'aspect transmission, tu vois, tu en as parlé quelques fois, tu donnes des cours d'échecs pour les jeunes, tu as une association qui s'occupe de ça et tu utilises un moyen aujourd'hui qui, moi, est cher à mon cœur, le podcast, tu vois, pour partager tes idées. Ouais, bien sûr. Je suis tombé sur ton podcast avec Edgar Rive à l'époque, sur YouTube, où vraiment vous lâchiez. Et c'est là où je te parle vraiment de sincérité, sans forcément envoyer de scud aux autres, etc. Il y a vraiment une vraie sincérité dans ce que vous abordez, dans ce que toi-même tu dis, tu vois, même dans ton spectacle, ce que tu livres sur la famille. Tu vois, la ligne fine entre autorité et violence. Ouais, bien sûr. L'amour, etc. Pourquoi le podcast pour transmettre? Pourquoi ce moyen-là et pas un autre? Parce que, ça, en fait, on ne nous invite pas dans les médias. Donc, on est propres médias. Frérot, tu crois que je vais attendre que Télérama m'appelle pour me dire... Merci. Non, en fait. Il y a nos gens qui ont besoin de nous entendre aussi. Aujourd'hui, quand je vois des frères ou des sœurs qui m'envoient des messages, ils disent merci mère pour ce que tu as dit et tout, en fait, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que je devais attendre TF1 ou le canapé de Drucker. En fait, peut-être que ça ne va jamais arriver. Donc aujourd'hui, tu prends des caméras, tu loues un studio, ça ne coûte pas si cher que ça, et tu parles à tes gens, en fait. Donc, je continuerai à le faire. Et c'est c'est hustler. T'es un hustler. Tu te débrouilles par toi-même. Donc, je continuerai à le faire. Donc, voilà. Okay. Et pourquoi le thème de l'entrepreneuriat?
En quoi ce thème-là, il est cher à ton cœur? En fait, il est cher à je mon pense cœur. savoir, mais... Il est cher à mon cœur, pourquoi? En fait, c'est pas l'entrepreneuriat dans le sens capitalisme, c'est pas ça. Non, bien sûr. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques pour créer quelque chose. Un entrepreneur, pour moi, il y a plusieurs manières de voir l'entrepreneuriat. Les gens, ils pensent, gens de droite, URSAF, TVA. Et c'est pas ça, l'entrepreneuriat, pour moi. Moi, quand j'avais 14 ans, j'ai créé ma première asso. C'est de l'entrepreneuriat, créer une asso. C'est d'essayer de prendre ce risque-là pour améliorer, pour répondre à un besoin des gens. Le besoin, il peut être social ou économique, mais c'est pour répondre à un besoin des gens. Moi, je ne vois pas beaucoup de différence entre... Je crée mon club d'échecs. Demain, je suis secrétaire général de l'asso qui s'appelle Haïti Futur. Demain, on organise le Salon du Livre haïtien à la mairie du 15e. C'est la 12e édition. Frère, c'est une boîte, en fait. C'est de l'entrepreneuriat. Il y a que des bénévoles, mais il faut que le truc, il tienne. Il faut que les livres, on espère en vendre pour pouvoir, derrière, continuer à construire des écoles en Haïti. C'est un état d'esprit, l'entrepreneuriat. C'est comment, avec une idée, je transforme en expérience vivante. Que ce soit un concert, que ce soit une bibliothèque, que ce soit un restaurant, donc de la bouffe, peu importe. Et c'est en moi, entre guillemets, ce truc-là. Et c'est ce que je kiffe, ce que je ferai encore longtemps. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Si, tu as bien répondu à ma question. Et puis, même pour résumer ce que tu as dit, pour moi, c'est apporter de la valeur. Exactement. En fait, tu vois, tu as parlé de besoin, trouver le besoin et apporter la solution. Bien sûr. Ça, c'est vraiment apporter de la valeur. Mais Exactement. pourquoi on fait toujours, je dirais, la différence avec l'argent? Dans le sens où le bon entrepreneur, on va le juger par rapport au capital qu'il amasse avec son activité et pas la valeur qu'il apporte avec cette activité. Ça, c'est un des défauts, en tout cas, de notre société. J'en parlais dans une histoire d'argent. C'est que c'est comme ça qu'on donne la valeur aux gens. C'est par rapport à l'oseille. Et malheureusement, comment dire, ça va être comme ça pendant longtemps. Ça va être comme ça encore pendant longtemps. Mais moi, je me bats, et je le dis d'ailleurs aux gens qui s'entreprennent derrière. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Cérémonie, dans lequel je remets un cabis pour les gens qui bossent dur, aux entrepreneurs qui ne sont pas connus, les gens de l'ombre, qui tiennent le tissu économique, qui tiennent le petit restaurateur qui est avec sa femme et qui donne à bouffer aux gens tous les jours, le petit gars, la petite wedding planeuse qui essaie de créer des souvenirs aux gens. Les gens, on ne parle pas d'eux. Mais c'est eux qui tiennent les trucs et c'est eux qui créent des souvenirs aux gens. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Moi, je serais probablement... D'ailleurs, je pense que c'est un état d'esprit d'être milliardaire. Hein. Je ne l'ai pas. C'est un état d'esprit. C'est une manière d'être et tout le monde ne l'a pas en soi. Venez, on essaie de regarder. Regardez un peu le petit gars qui a le kebab, là, qui ferme à je ne sais pas quelle heure. C'est des entrepreneurs du quotidien qui ne font pas des milliers et des cents, mais qui font qu'on puisse se lever, se bouffer, se créer des souvenirs. Le petit artiste qui a créé sa petite compagnie, le petit stand-upper. Ça, ces gens-là qu'on ne fait pas attention parce qu'ils n'ont pas des millions d'abonnés. Mais c'est eux qui tiennent notre vie. C'est eux qui tiennent nous créer des souvenirs. Google, les gars, ils sont loin, ils ne créent pas de souvenirs. T'as un souvenir avec Google? Non, parce que tu lui parles tous les jours et que tu calcules. Il ne te calcule pas, tu ne le calcules pas, il prend ton oseille. L'entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un un ou une, qui est autour de nous et qui a pris ce risque-là, ce petit risque-là, pour essayer de faire un petit peu mieux, pour essayer de créer un truc parce qu'il a senti qu'il y avait un besoin. Et je pense qu'on ne met pas assez en avant ces gens-là au quotidien. Je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, je vais faire un gros dédicace à Cérémonie, le podcast de M. Certi Mathurin. Il y a Tracy Enzo que tu as reçu sur Cérémonie. Grand gars qui est venu sur le podcast Les Rêveurs. Ça fait un moment. D'ailleurs, big up à Loïc aussi, Nekao School. Nekao School, on est ensemble. Nos gens, comme tu dis, big up à eux. J'aime beaucoup quand tu dis créer des souvenirs. Parce que tu as eu que 39 ans au final, mais tu as eu une vie qui est assez large. Ouais. Tu vois, il y a eu de l'entrepreneuriat, il y a eu des études, etc. Et j'ai l'impression que tu es vraiment hyper à l'aise avec ça. Ouais. Tu vois, très apaisé. Et quand tu dis créer des souvenirs, à quoi tu fais référence? Tu sais, la vie, il y a un début, il y a une fin. Entre les deux, on fait plein de trucs. Et je pense que chaque être humain sur Terre, ce qu'il veut, avant de fermer les yeux pour la dernière fois, c'est qu'il y ait des belles choses. Toi, on parle du film de sa vie. Et je pense qu'on veut tous être en paix par rapport à ça. On ne choisit pas comment on meurt, comment on aime, on choisit un peu comment on meurt. Là, je construis juste ma mort, en fait, en essayant de me créer des souvenirs. Que mon fils, quand il sera peut-être à côté de moi, il se dise « j'ai des bons souvenirs avec mon père ». Que mes sœurs, elles se disent pareil. Que les gens que j'ai côtoyés tout au long de ma vie, ils se disent pareil. C'est le seul truc que je peux maîtriser. Et on dit que, je ne sais plus dans quelle religion on dit, pas une religion forcément, on meurt 2 fois. Ouais. Une fois quand tu fermes les yeux, et une fois quand plus personne n'utilise ton nom, quand plus personne parle de toi. C'est dans le film, le dessin animé, là, le Pixar, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai plus le nom en tête, mais... Pâques au Coco. Coco sur Et je suis assez d'accord avec ça. Toi, une dame comme ma mère, personne ne la connaît. Frérot, cette dame, elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas parce qu'elle a créé une famille
avec son cœur, avec ses actes, avec son amour, sa détermination, fait que ses 3 enfants, il aime plus que tout au monde. Et que ses petits-enfants, on leur parle de leur grand-mère. Moi, là, la bague là, que j'ai là, il y a celle de ma mère. Je vais l'offrir à mon fils, qui l'offrira probablement à son fils. Elle est pas milliardaire, elle n'a pas 3 millions d'abonnés. Hein. Elle a juste donné, elle nous a juste créé des souvenirs. Et rien que pour ça, elle ne doit pas mourir. Ouais. Et ce que je veux, c'est ça, j'ai été à l'enterrement d'un gars il y a quelques temps, un gars qui était un moniteur de colo à côté de chez nous et tout. Et un gars normal, toi, un gars moniteur, mais un gars bien. C'est les premières fois qu'on a été du Val d'Oise à Persan-Beaumont, qu'on a été à la plage, c'était avec lui. Première fois qu'on a été avec toi, c'était avec lui. Donc lui, il nous a créé des souvenirs. Il meurt il n'y a pas très longtemps. On reçoit, ça fait des années. Aujourd'hui, je suis un adulte, ça fait 25 ans que je l'ai croisé de temps en temps. Ouais. Je ne l'ai pas vu. Et on reçoit un message, je fais Jimmy est mort. Putain, ça fait mal au cœur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais putain, et là, tous les souvenirs, ils reviennent. Je vais à l'enterrement, j'étais avec ma petite sœur, on dit, viens, on va à l'enterrement de Jimmy. Alors, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On va à l'enterrement de Jimmy. Frérot, il y avait je ne sais pas combien de personnes à l'enterrement de Jimmy. Que des gars de cité, que des Kaira, frérot. Parce que c'était le militaire des Kaira. Ils sont venus. Toi, ils sont venus parce que Jimmy, il est mort, en fait. Parce que ce gars-là nous a créé des souvenirs. C'est la première fois qu'on a été à la plage, c'était avec lui. La première fois qu'on a joué au baby-foot, c'était avec lui. À l'enterrement, que les gens durs et tout, que la société nous dit d'être dur. Frère, on n'était pas bien. Et juste pourquoi il n'est pas milliardaire? Parce qu'il nous a créé des souvenirs, en fait. Il n'y a rien de plus beau que ce que tu peux créer aux gens. Des souvenirs. C'est clair. Et puis, il y a ce côté éternel, tu vois. Et tu as dit ça un petit peu dans le sens où une histoire, tant qu'elle est racontée, elle existe toujours. Exactement. Les gens, les Gengis Khan, des vieux gens comme ça. Les gars qui sont morts depuis, on parle leur nom, il est encore là. Hein. Il est encore là. Et d'ailleurs, ce serait beau. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ceux qui restent le plus dans l'histoire, c'est les méchants. C'est toujours les méchants. Il faudra que les gentils restent un peu plus dans l'histoire. Ouais. Qu'on parle plus des films sur Napoléon et tout. Ouais, c'est bon, on sait que c'est un fils de pute. Viens, on arrête de parler de ces gens-là. Et il y a des gens, peut-être, qui faisaient des choses mieux et on ne parle pas. Parce qu'eux, ils avaient des terrains, ils étaient milliardaires et tout, donc on fait des biopics. Ce sont des biopics de gens un peu plus sympas. Après, c'est aussi un peu le pendant de notre société, tu vois. Bien sûr, évidemment. De valoriser un peu ces personnages clivants, pour pas dire autre chose. C'est des histoires qui font parler, qui font vendre aussi. Bien sûr, évidemment. C'est hyper important. Mais on maîtrise pas Hollywood, mais on maîtrise notre vie. On maîtrise... Au lieu de dire, ouais, putain, t'as vu ce gars-là, il a réussi, il a fait ça. Et on parle de cette présidente d'association là, qui essaie d'essayer en sorte que les petits de Marseille, ils ne rentrent pas dans la drogue. Viens, parle d'elle. Viens, parle un peu plus de ces gens-là. La positivité. Hein. Là, tu prêches un convaincu, hein, dans tous les cas. En parlant de transmission, là, on est peut-être dans le volet ultime. Ouais. T'es papa maintenant. Ouais. Et je lisais un truc où tu disais que tu veux être sûr d'être un bon père. Ouais. C'est quoi un bon père aujourd'hui? Tu vois, si on se pose la question, parce que tu dis ça me touche, dans le sens où, j'ai pas envie de stigmatiser ou quoi, mais dans nos communautés, on sait que le rapport au père peut être parfois difficile. Ouais. Des pères absents, des pères violents, etc. Pourquoi toi, ça te tient autant à cœur? Et selon toi, c'est quoi un bon père? Un bon père, pour moi, c'est un père qui comprend déjà son rôle. Je pense qu'il y a plein de pères qui captent pas à quel point leur rôle est important. Ils sont là, ils ont fait un enfant. C'est des fous, c'est trop important le rôle de père ou mère, mais je parle de père parce que je suis ce que je suis. Je veux que mon fils, il a un repère. C'est-à-dire qu'ils se disent, la vie, elle va le chahuter, elle va l'envoyer à gauche, elle va l'envoyer à droite. Qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un qui sera toujours là pour essayer de m'aider dans toutes ces orientations-là. Pour moi, c'est ça un bon père. Un bon père, c'est un gars qui te dit, en grandissant, même quand il n'est plus là, tu te dis... Je sais pas comment dire ça. T'as des souvenirs. J'ai pas beaucoup de souvenirs avec mon père. C'est dommage, quoi. Je dis merde, quoi. J'ai pas beaucoup de souvenirs avec mon père. C'est dommage. J'en ai quelques-uns. Et en plus, je jette même pas la pierre. Mais c'était pas un bon père. Ouais. C'est pas un bon père. Frérot, de 0 à 10, c'est pas un bon père. Un bon père, c'est celui qui peut jouer le rôle de la mère aussi. Si la daronne, elle fait pas le taf. Un bon père, c'est un père qui t'ouvre, c'est un père qui te prépare mentalement. Le monde, il est dur et il sera de plus en plus dur. Un bon père, c'est celui qui va essayer au maximum de comprendre le monde pour te le transmettre. Un bon père, c'est un père qui va pas se fatiguer.
Ouais. Parce que c'est fatigant d'être père, d'être parent. Qui va pas se fatiguer, qui va pas au bout d'un moment laisser tomber, qui va dire qu'il va quitter la maison parce qu'il est fatigué. Non, un père, c'est un gars qui accepte que ton rôle, t'as voulu être père. Tu te débrouilles, le rôle, il est dur. Il s'arrête pas à 16 ans ou à 18 ans, il s'arrête pas le rôle de daron. C'est un job C'est un job à temps plein plein. temps. C'est un job à plein temps. Un bon père, c'est un être humain que t'oublies pas et que tu veux que tes enfants n'oublient pas. Ok. Je pense que c'est ça, un bon père. Et ce qui est bien, c'est que, tu vois, t'en parles avec, encore une fois, beaucoup de sincérité. Et j'ai pas l'impression de ressentir de pression. Non. Dans le sens où t'es prêt, tu vois, à Non. embrasser tout ce que tu dis. Ouais. Non. Ça, j'ai fait en sorte, j'ai plus de pression. Ouais. La phrase que je dis tout le temps avant de monter sur scène, ils n'auront pas mon stress. Ils n'auront pas mon stress. Je choisis d'être stressé ou non. Après, c'est le temps également, la vie. Mais je pense que c'est l'un des plus grands luxes d'avoir, c'est de ne pas avoir de pression. Mais ça prend du temps. Hein. Mais aujourd'hui, personne, aucun être humain n'aura mon stress. Ouais. Et même mon fils, je ne donnerai pas. Même quand il pleure toute la nuit, il n'aura pas mon stress. Parce que si je suis stressé, si je suis pas bien, c'est moi qui va perdre dans l'histoire. Donc, je me débrouille. Ok, on va se réveiller 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et ça va pas durer dans le temps. Ok, le patron, là, je sais pas, il te met la pression. Ça va pas durer éternellement. Ok, ma meuf, là, ça va pas durer. Donc, on prend le truc. Il n'y a rien qui dure. Il n'y a rien qui dure. Le stress, il est sur une période courte. Après, on avance. Et ça rend paisible de fou. Je sais que c'est des mots faciles à dire, mais qu'est-ce que ça rend à l'aise? Oh, qu'est-ce que ça rend à l'aise? C'est du temps. Si je dois donner un conseil à tout... Et ça, c'est pas un rêve, ça. Ouais. Ça se travaille jour après jour. Ma meuf, elle me dit, mais... Elle le dit un peu en rigolant. Elle dit, mais j'ai l'impression que si je te quitte là, comme ça, tu vas pas... rien va changer. Si, tu seras plus là. Ça va, donc ça va changer. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça va pas te... Non, parce que en fait, j'étais là avant toi et je serai là après toi. Donc, tu sais, mes parents, ma mère, elle commence à vieillir. Mon père aussi. Est-ce que ma mère, elle me disait la dernière fois, faut pas que tu sois triste quand je vais mourir. Faut que tu continues à avancer. Mais elle me dit pas ça, genre, elle le pense réellement. Elle veut pas que je sois triste, Ouais, elle veut pas que ma vie que elle tu s'arrête t'arrêtes, là. ouais. Donc il y aura cette peine, il y aura ce truc. Mais elle a raison en fait. Elle m'a donné tout ce qu'elle m'a donné, c'est encore là en fait. J'ai rien perdu, j'ai perdu la personne. Mais elle m'a donné plus que sa personne. Donc on va avancer encore. J'ai perdu ce taf-là, j'ai perdu cette oseille-là. L'oseille, j'en ai eu. Si je le perds, je sais que je peux en avoir derrière. Donc je vais en avoir encore. J'en ai perdu, ça va revenir. C'est qu'un flux, l'oseille. Et c'est pareil pour tout, un petit peu. C'est pareil pour tout. Donc ça rend... Frérot, je dors le soir bien. Hein. Bah, il faut. Que j'ai juste 10 000 sur le compte ou moins 150 000 comme j'ai déjà eu. Moins 150. Ah bah oui, j'ai eu des dettes folles. J'ai eu des grosses dettes. J'ai eu des très grosses dettes. Et pareil, je donne un exemple. En fait, notre société, elle nous met la pression. Je te donne un exemple. Je disais dans une histoire d'argent. C'est facile à dire, mais notre société, elle nous met la pression. Et elle est faite comme ça. Tu reçois des lettres, des huissiers, des dettes, des remboursements. Mais en fait, c'est un jeu. C'est un jeu qui est au-dessus de toi. C'est même pas des gens. C'est un jeu qui est comme ça. Des amendes. Mais il faut pas que ce jeu, il faut pas que tu te tortures l'esprit à cause d'un jeu que tu ne maîtrises pas et que même les gens qui te envoient les lettres, ils ne maîtrisent pas. Je devais de l'oseille et j'ai reçu une lettre de... Tu sais que j'ai eu un déclic, j'ai reçu une lettre de Intrum Justitia, c'est truc de remboursement. Dans la lettre, il y a marqué « Monsieur Mathurin, vous devez telle somme, si vous ne vous remboursez pas, ne soyez donc pas surpris des conséquences. » Je dis « Mais c'est des malades, vous êtes la mafia, en fait !» Je devais, c'était à SFR, genre 250 €. Ouais. Et là, je me suis dit, ce jour-là, je fais, mais qu'ils aillent se faire foutre. Je dois 250 € à SFR, tu me menaces, tu essaies de faire en sorte que, tu veux quoi, que je me tire une balle dans la tête pour 250 balles? En fait, non. Tu vas attendre. Je vais faire ce que je peux. Ma mère m'a bien élevé. Ma dette, je vais la rembourser. Je fais ce que je peux. Si je la paye pas là, c'est que je peux pas la payer. C'est que j'ai plein d'autres trucs à payer. Il faut que je mange. Il faut que j'ai d'autres dettes à rembourser. La vie continue. La vie continue. Par contre, ça ne veut pas dire de te cacher. Genre, j'ai été au tribunal à cause de cette dette. Enfin, celle-ci et plein d'autres. Je vais voir la juge. C'est là où, en fait, c'est jamais une question d'argent, c'est toujours une question de gens. C'est toujours une question de gens. Derrière un virement, derrière un billet, il y a toujours une personne derrière. Je vous conseille aux gens qui doivent de l'oseille, que c'est le truc qui stresse le plus dans la vie, essayez de trouver l'être humain qui est derrière. Ouais. Je vais chez le juge, à Cergy, je me souviens très bien.
Donc, l'avocat de truc, je veux que tu regardes le temps. Ça va au niveau du timing? On écoute, t'inquiète. Et je vais au procès, là, le truc. Donc, je devais, je sais pas combien, je dois 150 000 euros à peu près. Toute dette confondue. Tout confondu. Tout confondu, 150 000. La dame, le juge, elle me fait donc affaire contre Certes Mathurin. Elle t'a dit, bon, câble. L'avocat, il dit oui, voilà, celui qui possédait toutes mes dettes. Il faut qu'il paye, on envoie des lettres. Je suis madame la juge, je suis très honnête avec vous. J'ai sorti une phrase qu'un pote m'avait dit, on peut pas tondre un œuf. Si je paye pas, c'est qu'en fait, je peux pas payer, madame la juge. Je vais payer ces dettes. Je suis en santé, grâce à Dieu. Je vais travailler pour pouvoir les rembourser. Mais là, c'est la BNP Paribas, SFR, Intrum Justicia. Ces boîtes pèsent des milliards. Elles sont en train de m'oppresser pour que je leur rembourse une dette qu'elles ne vont même pas avoir dans leur comptabilité. J'ai dit, madame la juge, laissez-moi un peu de temps. Ma mère m'a bien élevé. Je vais rembourser les dettes. En plus de ça, leur système, il est fait pour que si tu ne rembourses pas, tu ne payes pas, ils te rajoutent des dettes et tout. Il m'avait rajouté genre 25 000 euros de trucs. Juste, Elle me dit, combien de temps il me faut, monsieur Mathurin, pour rembourser les dettes, d'après vous? J'ai retrouvé un travail. J'ai été livreur à vélo à ce moment-là, puisqu'il fallait que je bosse et tout. Je livre à vélo, je donne des cours d'échecs aux enfants. Il me faut 7 ans. Laissez-moi 7 ans. Je vais me débrouiller, je vais mettre 800, 900, 1000 euros. Mais il me faut juste de la paix, que j'arrête de recevoir des lettres pour pas que j'ai envie de me buter chaque jour. Elle m'a dit, OK, je fais 7 ans. Et je dis, en plus, même la juge, regardez, il m'a ajouté 25 000 euros de trucs. Vous savez comment ça fonctionne et tout. Elle me fait, 25 000 euros? Elle me fait, on enlève ça. Et là, elle nous dit, OK, monsieur Mathurin, vous avez 7 ans pour rembourser à hauteur de 800 euros par mois. Je ne sais plus combien étaient les trucs. On enlève ces 25 000 euros de trucs. Affaire suivante. Je dis, oh, on peut faire ça? bien sûr. En fait, c'est juste que j'ai pas perdu espoir et que j'ai cru en l'être humain, en fait. Je me suis dit, j'ai eu un être humain en face de moi. Ça a été loin. Juge, frérot. Juge. Mais dès que tu arrives à parler à un être humain, essaie d'avoir un être humain qui est un peu censé derrière pour vous apaiser l'esprit. Parce qu'il n'y a rien de plus stressant que de voir l'oseille. 100%. Désolé. Comme tu dis, non, pas du tout. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et tu as bien fait, dans le sens où ça justifie ce que tu dis. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de gens. C'est toujours une histoire de gens. C'est une Toujours. histoire de gens et c'est un peu, ça va être le point central de notre échange où on n'est rien les uns sans les autres. Bien sûr. Tu vois, ce monde-là, il fonctionne parce qu'on est tous là. Tu vois. Évidemment. L'argent, c'est qu'un flux. Bien En sûr, vrai, c'est la qu'un monnaie, flux. ça a été créé, etc., sans faire de cours d'histoire Ouais. pour les gens, etc. Mais c'est une question de gens. Et on rentre dans le segment que j'affectionne, le segment rêveur. J'aime bien dire le nom dans le titre, les rêveurs podcast. Dans 5-6 ans, tu vois, si tu devais écrire la suite de l'histoire de Certes Mathurin, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Enfin, tu seras pas mort d'ici là, hein, bien sûr. J'espère attention. pas. Il a fait ce qu'il a pu. Pour tous ceux qui ont eu un doute, parce que la mort, elle te permet aussi de dissiper les doutes. Il y a des gens qui disent pourquoi tu fais tout ça et tout, genre il y a un truc derrière pour de l'oseille et tout. Il faut se rendre compte que non. Je suis mort en ayant toujours la même ligne directrice. Enfant, fils fier, famille fière. Et que ce que j'ai créé perdure un petit peu. Et que je suis conscient que je suis qu'une étape dans un truc. On est tous que des étapes d'ailleurs. Si les gens pensent que la fin du monde, c'est une personne qui va régler ça, malheureusement non, c'est un espèce de sport sans fin. J'espère qu'Haïti ira mieux. J'espère qu'Haïti ira mieux, putain, j'espère qu'Haïti ira mieux. On bosse pour, mais j'espère que ce pays ira mieux. Parce que c'est un pays qui comme beaucoup de personnes sur Terre, mais qui mérite vraiment autre chose. Ça dépend que de nous. C'est pareil, si un pays va pas bien, c'est pas un problème de politique, c'est un problème de gens. Derrière les politiques, derrière la géopolitique, derrière l'économie, c'est toujours des gens, c'est toujours la même chose. J'espère qu'il y aura assez de thunes qui circulent pour pouvoir faire que essayer d'aider les gens. Ok. J'espère ça. Ce que je veux, moi, c'est motiver les jeunes, parce que je bosse beaucoup avec les jeunes. Et c'est parce que pour moi, c'est les jeunes l'avenir. Les adultes, là, faut pas parler avec les adultes. Ils sont fatigués. En fait, c'est pas de notre faute, mais on est sur Terre depuis trop longtemps. Donc, on a trop, nos prismes de vie sont déjà calés, pas calibrés. Tu peux pas Dans tous convertir. les cas, l'avenir, c'est devant, c'est pas derrière. Exactement. Donc, c'est eux, derrière, qui vont leur montrer qu'ils sont capables, leur montrer que tu peux réussir en étant gentil. J'ai envie de sortir un podcast que je sortirai, je pense, dans pas longtemps. Ça s'appelle Tijan. J'ai vu des gens
petits gens, gentils. Et montrer qu'être gentil, c'est pas être un bolos. Tu peux être gentil et faire des trucs incroyables. Tu peux être gentil et avoir de l'oseille. Tu peux être gentil et être connu. Tu peux être gentil et être gentil, c'est une qualité. On est dans un monde, on dirait que c'est devenu un défaut. On est des malades. Le monde n'a pas besoin de gens intelligents. Le monde a besoin de gens gentils. Et donc, dans les quelques années à venir, j'ai envie de même écrire un film ou un livre qui s'appelle Gentil, utile et riche. Montrer que tu peux, parce que je sais très bien. Tu peux combiner les trucs, en fait. Tu peux combiner. Et je veux montrer. En fait, j'ai envie d'être un peu, pas l'exemple vivant, il y en a d'autres, heureusement, que c'est stylé d'être gentil, en fait. C'est stylé d'être une bonne personne et de tenter des trucs et de créer des trucs. Tu peux créer des souvenirs, sortir avec des gens, voyager, rencontrer des gens. C'est cool d'être gentil. Et que le moteur est que dans chacune de mes actions, j'essaie de monter ma société, mon truc, en essayant de faire le moins de mal possible. Être gentil, c'est ça. Hein. C'est pas de pas faire, c'est d'essayer de faire le plus de trucs en essayant de faire, de gardant toujours à l'esprit, d'essayer de faire le moins de mal possible. Et il y a des gens, ils veulent tant de... J'ai regardé un truc sur Amazon, sur la création d'Amazon. La phase de Jeff Bezos, elle est caractéristique de ce profil de personne. Toi, quand ils ont créé Amazon, il a au début, ça n'avait pas de thunes, c'est des boîtes qui perdent de l'oseille pendant longtemps, très longtemps, parce que ça coûte tellement cher et tout. Et les actionnaires, au début, donc ils ont dit OK. Et au bout d'un moment, ils disent frérot, ça fait 3, 4, 5 ans qu'on perd de l'oseille. Et il leur a dit cette phase, il y a des actionnaires originels qui a dit cette phase, et il se trouve cette phase forte, il fait mon business, il est basé sur le fait que plus vous gardez votre thune, plus les autres vont mourir, les autres concurrents vont mourir. Et à la fin, il ne restera que nous. Je me dis, c'est quoi ce profil psychologique là ? C'est-à-dire qu'il a créé sa boîte en sachant qu'il tuerait toutes les autres boîtes pour que lui reste à la fin. Ça, c'est pas gentil. Ouais. Ça, c'est pas une manière gentille de créer un business. C'est-à-dire que dès le début, tu sais que tu vas rester en tuant les autres. Demande à Uber, demande à Spotify. Leur but était d'anéantir tous les autres business. C'est un état d'esprit. Et toi, t'es pas dedans. Hein ? Et toi, non, viens, on fait des boîtes. Est-ce que, en plus, aujourd'hui, on sait que les boîtes dans lesquelles les gens se sentent plus heureux, c'est les PME, les boîtes où il y a 50, 100 personnes. Tout le monde est un peu pote, tout le monde se connaît un petit peu. La proximité. Viens, moi, ma boîte, elle grandit petit à petit, mais je t'assure, et je le dis à la caméra pour me le dire à moi-même de plus tard, est-ce que j'ai besoin d'une boîte qui pèse des milliards ? Et si elle fait déjà 1 million, 2 millions, eh ben peut-être qu'il faut qu'une autre boîte soit créée et j'aiderai un autre entrepreneur à créer sa propre boîte. Comme ça, les boîtes, elles restent à un état. Parce que je pense que quand tu as trop d'employés, tu pars en couille. Quand c'est trop grand, tu pars en couille. Et en fait, il y a une espèce de truc où on peut rêver grand en faisant pas si grand que ça. Tu vois, en faisant petit, au lieu de... comment tu veux que moi, j'ai envie de créer des trucs en Haïti, ben, je vais aller en Haïti créer une boîte, pas une boîte en France qui bosse des gens dans le truc. Essaie de comprendre c'est le marché local. C'est le meilleur moyen que ça marche pas. Hein ? C'est le meilleur moyen que ça marche pas. Bien, c'est le meilleur moyen que ça marche pas et c'est surtout le meilleur moyen de perdre ton humanité. Il y a une loi humaine qu'il faut qu'on accepte avec le temps et on le voit avec le journalisme, loin des yeux, loin du cœur. Si tu veux faire des trucs avec le cœur, tu dois être proche des gens. Si tu es plus proche des gens, tu es plus proche... ton cœur est plus proche des gens. C'est pour ça que les politiques font des trucs complètement déconnectés. Je ne veux pas les excuser, mais ces gens-là sont trop loin des réalités. C'est ton cerveau, il est comme ça. Il faut te mettre des garde-fous pour pouvoir continuer à garder ta gentillesse et des actions qui restent proches des gens. Donc c'est ce que je me souhaite. Continuer à être proche des gens. Mon stand-up, je l'aime aussi parce que je suis proche des gens, je vois des gens partout. Avant-hier, j'ai joué pour des gens qui ont la maladie de Charcot. C'est pour une asso. Frérot, il y a des gens, c'est dur. La vie, elle est dure, encore plus dure avec eux. Et putain, en les voyant, je me dis... Et le gars, il parle avec un ordinateur. Toi, il note, je sais pas comment ça marche, c'est une technologie de fou. Et il peut même plus parler. Et c'est l'ordinateur qui parle, donc il écrit rapidement le truc, et l'ordinateur, il parle pour lui. Et ce gars-là, il s'appelle Olivier Goua. Il a fait un film qui s'appelle Les Invincibles. Je l'ai rencontré il y a 5 ans. Il marchait, il parlait à cette époque-là. Frérot, 5 ans, là, il est comme ça, sur un fauteuil et tout. Et il continue à faire des trucs. Il continue il a créé donc cet asso qui pour les autres personnes qui atteignent cette maladie. Il devait mourir d'ailleurs. Il avait une espérance de vie de 2 ans. Il m'a dit, je suis encore en vie grâce à mes projets, à tout ce que je fais. Et putain, ça maintient en vie. Faire des trucs, ça maintient en vie. Rêver, ça maintient en vie. C'est incroyable. Là, je vais faire une séquence avec ça. Rêver, ça maintient en vie. C'est fou. Mais c'est la vérité. Ça maintient en vie. Je dirais que c'est l'alignement, tu vois. Quand tu es aligné avec tes valeurs, avec ce que tu fais, etc., ça te pousse. Tous les jours, comme tu disais tout à l'heure, tu te lèves, tu subis pas ce que tu fais. Ouais.
Et ça, c'est hyper important de ne pas subir ce qu'on fait. 2 questions, certes, avant qu'on se laisse. La première, ton top 5 humoriste français. Tu vois, là, je te mets dans la sauce. Comme ça, tu vas devoir classer tes collègues. Non, je peux le faire sans... Roman Frécinet. J'aime beaucoup Roman, il est fort. C'est un espèce de philosophe de l'humour. J'aime beaucoup Roman, très très fort. Il a cette folie et en même temps, c'était ce texte. Et puis, il va dans des sujets, il creuse. 2... Après, c'est un peu dans le désordre peut-être. Haroun, j'aime beaucoup Haroun. Haroun, sa manière d'écrire. Moi, j'aime bien les gars qui savent écrire. 3... Eboué, j'aime beaucoup Fabrice Eboué. Je mettrais Eboué et Njijol, les deux, ils sont plus trop ensemble, mais je trouve ils ont ce truc-là de tonton. Pour connaître les deux, j'aime beaucoup. Florence Foresti, je la mettrais aussi. C'est une dame est forte de ouf, elle est drôle, elle a un comique pur. Toi, il y a moins sur le texte, mais elle a du comique pur, quoi. Et Coluche. Et Coluche, parce qu'en fait, Coluche, il est plus là, mais ses blagues résonnent encore. Il a créé Resto du Cœur. Il nourrit ça nourrit encore des gens tous les jours. Ça te montre qu'en fait, il m'a montré qu'être humoriste, c'est pas que faire des blagues. C'est pas que c'est être humoriste. C'est connecter avec des gens et faire des choses. Donc, je mettrais Coluche. Ok, let's go. Et du coup, dernière question. J'aurais mis un Dieudonné quelque part aussi quand même, parce que je le trouve très très fort aussi. Il faut le dire. Il est très fort, il est très très fort. Il faut le dire. Big up, non peut-être pas big up, mais j'abuse. Mais voilà un peu les gens que j'aime bien. Ok, trop stylé. Dernière question, conseil pour les rêveurs. Tu vois, les gens qui nous regardent, les gens qui ont des projets qui leur tiennent à cœur. Au-delà de se lancer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a un truc qui bouillonne en lui et qui est encore un peu hésitant pour se lancer dedans? Dans la vie, il y a un début, il y a une fin, et entre les deux, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc autant le choisir. Autant essayer au maximum de choisir ce qui nous arrive et ce qui nous arrivera. Et en rêvant, c'est déjà une première étape. Mais un rêve, ça doit se transformer en... Si tu veux vraiment, je pense, être en adéquation, je le disais, je ne sais plus quand, un rêve doit se transformer en projet. C'est-à-dire que la nuit, tu rêves, la journée, tu mets ton rêve en exécution. En fait, ça te permet de quand tu te couches le soir, d'être fatigué et de rêver encore. Je ne sais pas comment dire, mais le rêve emmène la pensée positive. L'action emmène crée la chose. Et l'action te fatigue, qui te permet de rêver encore. Rêver, c'est l'impulsion. L'action, c'est le geste. Et c'est un cercle positif. La vie, elle est dure. Te lever pour quelqu'un d'autre, c'est galère. Te lever pour quelqu'un d'autre, c'est galère. Te lever pour toi, c'est jouissif de fou. Dans le rêve, il y a du cauchemar. Rêver, dans le rêve, il y a du cauchemar. La vie, c'est pas un cauchemar, c'est pas un rêve. La vie, c'est je rêve, je cauchemarde, je rêve, je cauchemarde. Le seul but à la fin, c'est qu'il y ait plus de rêves que de cauchemars. Let's go. Ça me va, moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est ça. Certes, merci beaucoup. On va couper parce qu'on est pris par le temps. Ouais. Je vais te laisser regarder la caméra une dernière fois pour shout-out tous tes réseaux, dire un peu où on peut te retrouver avant qu'on termine. Les amis, j'appelle Certes Mathurin. Je suis sur Instagram, TikTok, LinkedIn, parce que j'ai fait une école de commerce, donc j'ai des restes de ce monde-là d'avant. Of course. Prochain spectacle très bientôt. J'ai des podcasts, des vidéos, des choses qui tournent. C'était un plaisir. Merci Charles pour l'invitation. Merci à toi. Et suivez, rêvez. Rêvons les amis. C'était votre gars Charles DB pour les Rêveurs Podcast. Disponible sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube aussi. On est sur Instagram, on est sur TikTok, on est partout. Propager le virus. Certes, merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de gens. Hey, and I need it right now like ASAP, yeah. Hey, hood fade. So many games, this ain't the world up.